Et sans plus attendre, je vous propose que nous accueillions la tête de liste du parti Les Républicains, François-Xavier Bellamy. Non. Évidemment non. Bien sûr que non. On remercie François-Xavier Bellamy d'avoir accepté notre invitation. On a des questions à lui poser, il a des réponses à nous apporter. Il est la droite dans ce grand oral et on est content de l'accueillir. On a décidé d'arrêter à lui et pas d'aller plus loin. C'est aussi parce qu'on continue, nous, à faire une distinction entre LR et le RN. On va espérer qu'il nous en fasse la démonstration. Bienvenue. Bonsoir. Alors, vous avez 38 ans. Bonsoir, François-Xavier Bellamy. Vous conduisiez déjà la liste LR il y a 5 ans. Le contexte était compliqué. 2 ans après le crash de Valérie Pécresse, le succès n'avait pas été complètement au rendez-vous. Pour l'instant, ça s'annonce pas complètement mieux cette fois-ci. Le contexte reste compliqué. Dans les sondages, vous êtes autour de 7-8%. Vous me direz probablement 9, je vous dirais 7. On n'a qu'à dire 8. Pour vous décrire, on peut dire que vous appartenez, je ne crois pas que ce soit une offense dans votre oreille, à ce qu'on appelle la droite conservatrice. Moi, j'aurais tendance à dire identitaire. Là, ça va être peut-être plus un sujet de questionnement. Pour prendre quelques exemples, en vous écoutant quand même assez attentivement, on vous entend ces derniers temps plus souvent parler de GPA que de SMIC européen, davantage de contrôle des frontières que de bifurcation écologique. Ça, je crois que c'est aussi un combat qui peut nous réunir. D'ailleurs, on en parlera peut-être si vous voulez. En tout cas, moi, ce que j'espérais, c'était la fin de cette petite présentation, c'est j'espère qu'on va être surpris et qu'on va pouvoir vous entendre sur la bifurcation écologique, qui, je ne peux pas imaginer autre chose, est quelque chose qui vous intéresse. Mais avant d'en arriver là, j'ai quand même une question à vous poser sur l'actualité brûlante. Ici, on est à la Sorbonne, on est dans une fac, et il se trouve que dans beaucoup de facs en France, des jeunes se mobilisent pour le peuple palestinien, pour les Gazaouis, pour la paix. Et il se trouve qu'on a entendu des responsables de droite proposer d'envoyer la police pour déloger les blocages, les assemblées générales et pour aller frapper fort contre le mouvement étudiant. De quel côté êtes-vous, François-Xavier Bellamy? Du côté de la matraque ou du côté du jeune? Bonsoir, d'abord, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être ici. Je me disais en arrivant que j'allais sans doute ressembler à un supporter du PSG qui débarque avec son maillot dans une soirée à Marseille. Mais j'ai pas été déçu. Ça fait plaisir de pouvoir partager cet échange avec vous, parce que moi, et je crois que c'est quelque chose qu'on partage ensemble, je crois à la démocratie, je crois au débat, je crois à la liberté d'expression, et je crois que c'est ce qui fait la force d'une société comme la nôtre, de pouvoir se parler quand on n'est pas d'accord. Et heureusement qu'on se parle quand on n'est pas d'accord. Parce que si on parlait qu'avec les gens avec qui on est d'accord, on n'aurait pas grand-chose à se dire. Donc je suis très heureux d'être là. En plus, vous me donnez l'occasion de revenir dans les amphis que j'ai fréquentés il y a quelques années. J'étais étudiant en philo ici à la Sorbonne. On était rarement dans cette pas dans le grand amphi, a priori. Magistrale, non, pas très souvent ici, évidemment. Mais enfin, ça fait plaisir de retrouver les couloirs de la Sorbonne. J'ai l'impression de retourner en cours en arrivant ici. Évidemment, dans les amphis, il ne se passe pas seulement des cours, il se passe aussi bien des mobilisations. Je les ai connues également quand j'étais étudiant. Moi, je voudrais dire une chose pour commencer. Bien sûr, je partage certainement avec vous tous ici l'immense inquiétude, la détresse que nous éprouvons à voir cette population civile de Gaza plongée aujourd'hui en enfer. Je l'ai dit devant vous, je le redirai encore. Cette situation est évidemment révoltante. Et elle est révoltante, mais si nous voulons nous révolter, je crois que nous devons désigner tous les responsables de cette situation. Je l'ai dit, nous l'avons dit au Parlement européen, nous avons voté pour des appels à un cessez-le-feu immédiat. Nous avons demandé ce cessez-le-feu humanitaire. C'est un combat, une bataille, une demande que nous avons partagée avec des élus de beaucoup de forces politiques différentes, des élus de gauche et de droite. Israël, je le crois, a été attaqué le 7 octobre. On ne doit pas l'oublier. Israël a le droit de se défendre, mais Israël a le devoir de se défendre dans le respect du droit international. Et là encore, c'est le discours que j'ai tenu depuis le 7 octobre et que je continuerai de tenir. Maintenant, ce qui me frappe dans ces mobilisations, je voudrais le dire simplement, et peut-être ce sera un point de désaccord entre nous, mais c'est que beaucoup d'étudiants qui disent à raison leur inquiétude et leur angoisse devant la situation des civils piégés à Gaza ont du mal à condamner la force qui, je crois, est à l'origine de cet enfer, c'est-à-dire le Hamas. Et je pense qu'on a le devoir de dire ensemble voilà, je me doutais que ce serait un point de désaccord avec certains d'entre vous, mais je crois qu'il faut le redire. Moi, je suis frappé de ce qu'on a
très vite, peut-être, oublier le 7 octobre parfois, oublier ce pogrom antisémite qui prenait pour cible directement des enfants, des femmes, des populations civiles désarmées, et qui s'est attaqué à ces populations civiles dans une opération terroriste. Et je pense qu'il faut savoir nommer les choses par leur nom. Et le Hamas savait en faisant cela qu'il enverrait en enfer, bien sûr, les victimes israéliennes, mais aussi, évidemment, la population civile de Gaza. Ça ne justifie en rien une réponse disproportionnée, ça ne justifie bien sûr en rien des frappes indiscriminées, mais ce doit être rappelé pour que nous ayons aujourd'hui une révolte qui soit efficace dans la réponse qu'elle apporte, et surtout qui n'importe pas dans notre pays ce qui a causé le 7 octobre. Parce que quand je vois qu'aujourd'hui, en France, on s'en prend de nouveau à des personnes de confession juive parce qu'elles sont juives, je crois que c'est quelque chose qui doit tous nous réunir. On doit tous être d'accord. C'est quelque chose qui transcende tous les clivages politiques. On peut avoir plein de désaccords ici, mais on doit tous être d'accord pour dire que la situation des habitants de Gaza, que la situation des Palestiniens à Gaza est un scandale et une injustice. On doit tous être d'accord pour dire que le 7 octobre a été une opération terroriste et que jamais ce qui a conduit au 7 octobre ne doit aujourd'hui assombrir nos pays. Et je crois que, je pose la question simplement, est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui est encore notre combat commun? La lutte contre l'antisémitisme est-elle encore aujourd'hui notre combat commun? J'espère que oui, je suis sûr que oui. Et on doit porter ce combat ensemble aussi. Merci beaucoup. Nora. François-Xavier Bellamy, lors du déclenchement de l'agression russe en Ukraine, nous avons été capables de réagir en Européens, d'accueillir des centaines de milliers d'Ukrainiens en activant pour la première fois une directive qui n'avait jamais été activée de l'histoire de l'Union européenne. Elle existait depuis 20 ans. Cette directive, ça s'appelle la protection temporaire. Ça permet aux ressortissants qui en bénéficient, en l'occurrence ukrainiens, une aide substantielle, un droit au logement, au séjour, un accès au marché du travail, à la scolarité. On a fait face pourtant à d'autres crises. On se souvient de la crise syrienne, de la guerre en Syrie. On a aujourd'hui l'Afghanistan, on a le Proche-Orient, vous venez d'en parler. Là-dedans, on a beaucoup de gens qui nous disent que l'Europe pratique une forme de double standard en matière d'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, aujourd'hui, l'immense majorité des personnes qui cherchent à entrer sur le sol européen sans y avoir été autorisées, qui déposent des demandes d'asile dans nos pays, l'immense majorité d'entre elles se trouvent bien souvent déboutées. Et elles ne sont pas reconduites à l'extérieur de nos frontières. Il y a une situation terrible aujourd'hui qui fait que le droit d'asile est détourné en permanence sur le sol de nos pays. Moi, je crois au droit d'asile et je crois même au devoir d'accueillir ceux qui, aux portes de l'Europe, se trouvent, c'est le cas en Ukraine bien sûr, se trouvent mis en danger par la guerre, par des conflits, ceux qui, dans le monde, se trouvent persécutés pour la cause de la liberté. Vous parliez des populations de Gaza, bien sûr, on pourrait parler de bien d'autres situations terribles. Moi, je crois que la France, par exemple, porte une faute indélébile en ayant refusé d'accorder l'asile à des interprètes en Afghanistan qui étaient poursuivis par les talibans parce qu'ils ont travaillé avec les forces armées françaises. Et la situation scandaleuse dans laquelle nous sommes, c'est que nous voyons des gens qui utilisent le droit d'asile pour une migration que je peux comprendre, bien sûr, mais qui est en réalité d'abord une migration économique. Et de l'autre côté, nous refusons l'asile à des gens qui pourtant y auraient plein vous droit. parlez de l'asile, qui est une chose, et effectivement, vous avez d'ailleurs, vous n'avez pas voté le pacte asile-immigration, considérant qu'il n'était pas assez ferme. Oui. Là-dessus. Justement pour cette raison. Justement pour cette raison. Mais alors, justement, vous, quand on vous dit qu'il y a une forme de double standard et qu'il y aurait des Ukrainiens peut-être plus proches du bloc occidental européen, à qui on offre une forme de protection temporaire, et les autres à qui on ne l'a pas ouvert, je repose ma question, est-ce qu'il y a un double standard ? D'abord, encore une fois, je le redis, aujourd'hui, l'essentiel des demandes d'asile qui sont faites dans nos pays ne viennent pas de personnes qui sont éligibles à l'asile. Donc, c'est ça qui est important de voir. Nous demandons, depuis des années, avec la formation politique que je représente, que les demandes d'asile puissent avoir lieu à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Parce qu'on est aujourd'hui dans une situation littéralement aberrante et qui cause tellement de tragédies
qui fait qu'en fait, il faut avoir mis le pied sur le sol européen pour pouvoir demander l'asile. Donc créer des filières sûres, par exemple, demander dans les ambassades une protection. Exactement, pour que des gens qui sont éligibles à l'asile puissent ensuite venir légalement en Europe d'une manière qui soit sûre, mais pour que des gens qui n'y soient pas éligibles ne tentent pas la traversée. Aujourd'hui, la situation, c'est que l'Europe... C'est avec la Libye que vous voulez faire ce genre d'accord? Pour comprendre, non. Parce que très concrètement, quand on voit les chemins de migration, quand vous parlez de ceux qui traversent la Méditerranée, la plupart du temps, le dernier endroit où ils étaient sur le continent d'en face, c'est la Libye. C'est qui l'interlocuteur? On est un petit peu surpris quand même. C'est le premier débat auquel je participe où les questions sont plus applaudies que les réponses, mais ça fait partie de l'exercice. C'est sûr que c'est plus confortable si Boulevard Voltaire, si vous voulez qu'on aille là-dessus. Ouais. Et il faut aller partout, encore une fois. Vous me reconnaîtrez... Vous me reconnaîtrez quand même que je viens parler avec vous. Je savais très bien que ce ne serait pas forcément le lieu le plus évident, mais voilà, je crois que ça fait partie de la beauté de la démocratie. Et je crois d'ailleurs, je me permets de le dire de manière un peu provocatrice, qu'on a toujours intérêt à inviter tout le monde dans le débat démocratique. Oui, on a toujours intérêt à user de notre liberté aussi. Oui, mais merci de votre avis. Mais vous êtes tout à fait libre. Et d'ailleurs, vous avez débattu exclusivement avec Jordan Bardella et Marion Maréchal à cette occasion-là chez Boulevard Voltaire. Donc vous les avez vus. Hein. J'ai même pas débattu avec eux, je le regrette parce que M. Bardella fuit tous les débats. Vous voyez, c'est peut-être la différence. Mais vous étiez les trois seuls invités à ce débat-là, en revanche. Mais on n'est pas là pour débriefer ça, on est là pour parler de la Libye qui peut être l'interlocuteur ou pas. C'était ça ma question. Non, je le redis encore une fois, quand vous quittez un pays où vous êtes persécuté, où vous êtes en détresse, où vous êtes en danger, vous n'arrivez jamais au centre de Paris. Sauf, par exemple, typiquement dans le cas de pays limitrophes de l'Union européenne, ça a été la situation de l'Ukraine, qui est, comme vous le savez, un pays qui a plusieurs pays européens immédiatement à ses frontières. Mais quand vous quittez l'Afghanistan, parce que vous êtes persécuté, eh bien, vous n'arrivez jamais à Paris. Votre route passe par des pays qui sont stables, des pays qui sont sûrs, pas nécessairement par la Libye, mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui, aujourd'hui, en Turquie, attendent de venir en Europe pour pouvoir y faire une demande d'asile. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une demande d'asile en Turquie? Et je crois que c'est aujourd'hui l'aberration dans laquelle nous sommes, que c'est le cœur de la promesse économique des passeurs, c'est le cœur de leur business sordide. C'est de dire, on vous emmène en Europe, et quand vous serez en Europe, vous pourrez demander l'asile, et même si vous êtes débouté, vous ne serez jamais reconduit en dehors de vos frontières. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le fait que des gens meurent en mer Méditerranée pour arriver en Europe devrait tous nous empêcher de dormir. Et je suis sûr qu'on pense la même chose. Mais peut-être il y a un désaccord entre nous sur la solution à apporter à cette situation terrible. Alors quelle est votre solution? Crois que si les gens typiquement, Frontex, aujourd'hui, votre groupe politique veut en faire une agence pour rapatrier justement les exilés. Je crois que si les gens meurent en mer Méditerranée pour essayer d'atteindre l'Europe, ce n'est pas parce que l'Europe a des frontières, mais c'est parce que l'Europe n'a plus de frontières. C'est ça notre désaccord, je vous le dis en face. Mais je crois que le jour... Vous êtes timide, franchement, vous pourriez aller plus fort. Le jour... Non mais c'est très important. Je dis ça en souriant, mais en réalité, on parle de vie humaine. Le jour où il sera parfaitement connu que personne ne peut s'établir durablement en Europe s'il n'y est pas entré légalement, ce jour-là, il n'y aura plus un seul mort en mer Méditerranée. On peut avoir des opinions divergentes sur la réponse à apporter. Et encore une fois, je le redis, ça n'empêche pas, au contraire, de tenir au droit d'asile. Les gens qui ne tiennent pas au droit d'asile sont ceux qui acceptent qu'il soit, comme c'est le cas aujourd'hui, détourné tous les jours, parce que c'est exactement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Le droit d'asile est fraudé tous les jours par une situation qui fait que nous ne pouvons même plus, que nous ne voulons même plus donner l'asile à des gens qui pourtant y ont vraiment droit. Et c'est ça, pour moi, le sujet majeur devant lequel nous sommes. Anne-Sophie. Alors on va revenir à un chiffre qui est revenu toute la soirée, c'est celui de 3%. C'est le montant maximum de déficit public autorisé par... c'est la règle qui a été gardée dans la récente réforme du pacte de stabilité en Europe. Cela conduit, par exemple, cette année en France à 20 milliards supplémentaires d'économies. Pour votre parti, en France, ce n'est jamais assez, les mesures austéritaires, comme le disaient les différents candidats précédents. Vous vous opposez aussi à la mutualisation des dettes, comme pendant le Covid. Donc, deux questions. N'avons-nous pas appris des années 2010 que l'austérité était le pire des remèdes après les crises? Et deuxième question, comment vous comptez financer le mur d'investissement qui se dresse devant nous, notamment en matière de transition écologique? Alors, en fait, il suffit de partir de la réalité actuelle telle qu'on la vit. S'il suffisait de dépenser beaucoup d'argent public, s'il suffisait d'emprunter et de s'endetter toujours plus,
s'il suffisait de créer le plus d'impôts possible pour qu'un pays soit heureux, prospère et que ses services publics fonctionnent, la France serait le paradis européen aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas? La réponse est non. Moi, je suis prof de philo. Je me suis engagé en politique parce que dans mon expérience de professeur, j'ai touché du doigt dans l'enseignement public la réalité de la situation dramatique de notre système éducatif. Dramatique. Malgré le dévouement incroyable des enseignants, aujourd'hui, nous avons le système scolaire le plus inégalitaire de tout le CDE. Ça a été mon premier engagement public. Il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les déshérités ». Je me suis engagé pour ça. Moi, je crois que s'il suffisait de dépenser beaucoup d'argent, alors dans ce cas, l'éducation nationale marcherait très bien. Mais c'est pas le cas. L'effet récessif de l'austérité, il a été prouvé par la décennie précédente. Et ça fait pas débat. Votre méthode pour l'éducation nationale, c'est pas forcément de dépenser moins par principe. C'est de dépenser mieux. Poser d'autres questions sur la façon dont les crédits sont utilisés. Mais vouloir opposer le côté on a tellement dépensé, ça n'a pas marché, c'est la preuve qu'il faut faire de l'austérité, c'est un drôle de raisonnement pour un philosophe. Non, En revanche, ne pas regarder les faits et ne pas voir en face qu'il ne suffit pas de dépenser pour que tout marche bien, c'est un drôle de raisonnement. Moi, je n'ai pas défendu cette position-là. Moi, je regarde la réalité et je vois qu'on n'a jamais autant dépensé. On n'a jamais autant mis d'argent public sur la table. L'éducation nationale, c'est le premier budget de la nation. On a aujourd'hui une dette qui est très très loin des 3% que vous évoquiez et qui va constituer malgré tout un problème, y compris pour les générations qui viennent. Ça, c'est quand même aussi une injustice. On a la fiscalité la plus importante du monde, puisqu'on a les impôts et les charges les plus élevés au monde. Il n'y a pas un pays qui prélève plus de prélèvements obligatoires que la France dans le CDE. Et pourtant, notre éducation nationale est aujourd'hui celle qui a les résultats les plus dramatiques d'Europe. Nos élèves sont les derniers d'Europe en mathématiques. On a 1 jeune sur 5 qui ne sait pas lire correctement le français à 18 ans. Donc, il ne suffit pas de mettre beaucoup d'argent pour que ça marche bien. Et moi, je dis, et nous disons, qu'en réalité, non seulement on doit pouvoir faire mieux avec moins, mais je suis vraiment convaincu, et là je ne vais pas vous faire plaisir, qu'on ferait mieux à condition de faire avec moins. Pourquoi? Prenez par exemple un exemple tout simple. Autre service public qui est aujourd'hui en situation de crise majeure, l'hôpital public. On a un hôpital public qui aujourd'hui souffre partout. Eh bien, dans cet hôpital public, on a un taux d'administration, de dépenses d'administration qui est le plus important d'Europe, 34%. Dans les autres pays européens, ça touche généralement autour de 20 à 25%. Donc, le vrai problème, en fait, c'est qu'on a un système hyper administré, hyper bureaucratisé, hyper contrôlé, et que les gens qui sont sur le terrain, les soignants, les médecins, les personnels infirmiers, tous ces gens-là, en réalité, passent leur temps à devoir faire avec des exigences de reporting, de management, de contrôle. Un choc de simplification, donc. Mais bien sûr, on a besoin de retrouver la confiance envers les gens qui sont sur le terrain. Et on ferait mieux si on était capable, justement, de faire avec plus de simplicité, confiance à ceux qui, partout, dans les services publics, créent la valeur, créent l'emploi. Vous parlez des services publics, vous parlez de l'hôpital, vous parlez de l'éducation, qui sont en situation de difficulté quand même chronique. Vous ne parlez pas des 160 milliards d'euros d'aide publique aux entreprises qui pourraient être un peu revues et peut-être différemment. Et surtout, vous ne me répondez pas sur l'effet récessif, qui est prouvé et qui n'est pas un débat politique, qui est qu'au moment où un pays sort d'une crise, le fait de couper, comme on l'a fait au début des années 2010, n'avait fait que de saper encore un peu plus la croissance. Et c'est justement ce qu'on veut, qu'on aurait pu éviter de faire cette fois avant le retour de ce pacte. Mais en fait, ce qui est frappant, c'est qu'on ne regarde pas, encore une fois, la situation que traverse le pays aujourd'hui. Moi, je me souviens qu'on disait toujours à la droite, quand vous proposez de faire des économies, de baisser la dépense publique, vous promettez du sang et des larmes. Mais moi, je crois que le sang et les larmes, c'est ce que les Français vivent aujourd'hui. C'est la réalité du pays. Donc ça ne serait pas pire avec des milliards d'euros d'économies. Mais en fait, je croise toute la journée. Moi, je vais partout en France. Je fais campagne. J'étais en Corse ce matin chez Manon, que je croisais tout à l'heure. Je vais partout dans le pays et tous les jours, je rencontre des gens qui travaillent dur et qui pourtant ne s'en sortent pas, qui n'arrivent plus à vivre, même avec le salaire qu'ils ont, qui n'arrivent plus à vivre, qui n'arrivent plus à payer leurs factures, qui n'arrivent plus à faire face aux besoins du quotidien. Vous avez un Français sur 3 qui déclare sauter régulièrement un repas par jour. Est-ce qu'on va se réveiller enfin sur le fait qu'il ne suffit pas que l'État dépense toujours plus, que l'État prélève toujours plus pour que les choses aillent bien dans le pays? Mais si l'État prélevait la même chose à tout le monde, ça c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas? Parce qu'on a le sentiment que l'État ne prélève pas la même chose à tout le monde. Ça a été étayé
par plein d'études que vous connaissez comme moi. En gros, il vaut mieux être une grande entreprise qu'une PME, il vaut mieux être une grande fortune que justement les gens que vous croisez et qui triment tous les jours. Est-ce que cette idée d'une réforme fiscale qui apporte un peu de justice fiscale, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou ça vous semble logique que plus on a, moins proportionnellement on contribue à l'effort collectif? On a déjà la fiscalité, l'une des fiscalités les plus redistributives. Non, pas pour ça. Oui, enfin, on n'a pas une fiscalité qui est égalitaire selon où on se situe dans l'échelle sociale. À la fin, encore une fois, je le redis, pour moi, le plus important, c'est pas d'abord de commencer à créer des nouveaux impôts, c'est d'abord de faire baisser les charges sur ceux qui travaillent, sur ceux qui ont du mal à vivre. C'est de faire en sorte qu'on remonte les salaires en faisant en sorte que l'État cesse de prélever 50% de la valeur créée par les salariés dans ce pays. Pour en faire quoi ? Pour en faire la situation dans laquelle aucun service public ne fonctionne correctement. On a le pire des systèmes, celui dans lequel l'État prélève le plus pour des services publics qui n'existent presque plus. Mais François-Xavier Bellamy, tout ça a été démontré. Il y a des collectifs, dont un qui s'appelle Nos Services Publics, qui a démontré que les besoins ont explosé. Vous prenez l'hôpital, on a une population vieillissante, les besoins en santé augmentent. Pour autant, peut-être qu'on prélève, mais en attendant, tout ceci se dégrade. Donc, est-ce qu'il suffit de dire un choc de simplification pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas de médecin de traitant, malgré une affection longue durée, en fait, trouvent une solution, par exemple ? Mais prenez le système de santé, c'est un exemple extrêmement intéressant. Vous avez aujourd'hui le système de santé le plus administré d'Europe, avec des agences, des organismes de contrôle. On se souvient pendant la crise du Covid qu'on avait des infirmières qui allaient à l'hôpital en première ligne, malgré toute la difficulté, qui étaient obligées de se faire des blouses avec des sacs poubelles, parce qu'on n'avait pas de quoi leur donner, de quoi se protéger, et qui, simultanément, étaient confrontées, en plein milieu du début de l'épidémie, à des formulaires qu'elles devaient rendre à l'ARS, où elles devaient cocher les cases sur le nombre de flacons de gel hydroalcoolique. Parce que là, on a le diagnostic, mais la solution, elle est intéressant, là mais du médecin, on attend aussi l'ordonnance. On peut continuer de mettre toujours plus d'argent dans un système qui dysfonctionne, ça continuera de dysfonctionner. Non, mais quand on vous parle système plus égalitaire, ou en tout cas juste contribution de chacun en fonction de ses moyens, ça vous glisse dessus, quoi. C'est ça qui est un petit peu surprenant, quoi. J'ai commencé en vous disant, c'est le cœur de mon engagement. L'école, c'est la plus grande injustice qui soit. On a le système scolaire qui reproduit le plus les inégalités sociales. Mais s'il suffisait de mettre de l'argent public, encore toujours plus d'argent public dans l'éducation nationale, de fait, tout irait très bien aujourd'hui. Ça n'est pas le cas. Donc ça veut bien dire qu'il faut corriger la manière dont fonctionnent les services publics et pas seulement augmenter toujours un financement dans des systèmes qui ne fonctionnent plus. Et ça veut dire refaire confiance aux gens qui sont sur le terrain. Et je le dis comme professeur, comme fonctionnaire de l'éducation nationale, comme beaucoup de fonctionnaires le disent, comme beaucoup d'agents publics qui se sentent aujourd'hui, je le dis d'ailleurs avec beaucoup de maires qui partout en France partagent ce sentiment. J'ai rencontré le maire d'une petite commune qui me dit « Je démissionne, j'en peux plus. Je suis asphyxié par le poids d'une hyper-bureaucratisation qui empêche d'agir partout où il le faudrait. » C'est ça le grand problème de la France. C'est pas qu'on dépense pas assez, c'est qu'on dépense d'une certaine façon trop, pour un système qui dysfonctionne et qui fait qu'à la fin, malgré tout l'argent qu'on y met, on n'a plus la possibilité de rétablir la véritable égalité à laquelle nous tenons tous. Charlotte. Une question sur votre liste qui a été dévoilée. On y retrouve Nadine Morano, à nouveau en position éligible. Nadine Morano qui a produit en 5 ans pas un seul rapport, 5 contributions au débat en séance plénière seulement, une question orale et 19 questions écrites. Comment vous justifiez sa place sur la liste ? On a du mal à y voir une question de mérite. C'est que le mot est important la question la plus applaudie. Non, mais d'abord, je crois que la réalité du travail accompli ne se mesure pas uniquement au nombre de rapports déposés. D'ailleurs, ça m'amuse toujours. C'est un indicateur. Non, mais je veux dire, vous demandiez qu'on parle d'Europe. Non, mais c'est très important. Les rapports au Parlement européen, c'est un comptage qui m'étonne toujours parce que les rapports, ça peut être. Vous pouvez avoir travaillé pendant des mois sur un texte extrêmement important, en étant le représentant de votre groupe politique qui va négocier des amendements pied à pied, qui va défendre des positions, et vous ne serez pas considéré comme étant le rapporteur, et donc ça compte pour rien dans cette évaluation. En revanche, vous pouvez avoir fait un rapport sur une levée d'immunité qui vous a pris littéralement 1 minute, parce que vous signez en bas d'un papier et vous êtes considéré comme ayant fait un rapport. Mais fondamentalement, vous n'allez pas défendre le fait que Nadine Morano se tue à la tâche au Parlement européen. Moi, j'ai vu Nadine... Mais invitez-la. Non mais invitez-la, elle vous en parlera. Même les sénateurs, en fait, ont signé une pétition en disant que c'était peut-être un peu fort de café. Et puis du coup, on peut se demander ce que c'est cette grande œuvre de Nadine Morano. Du coup. Nadine Morano, elle était en commission Libé, qui concerne les affaires d'immigration dont on parlait à l'instant. Elle a travaillé de manière très déterminée sur les sujets du pacte asile-immigration, en portant sans doute des convictions qui ne vous feraient pas plaisir à tous ici. Mais enfin, elle a défendu ses convictions, elle a défendu
les idées que nous portons pour essayer de faire en sorte justement que l'Europe sorte de l'impuissance sur ce sujet migratoire et qu'on sorte de cette tragédie qui se déroule aujourd'hui tous les jours à nos frontières. Et moi, je sais qu'elle a travaillé puisque j'ai été le chef de la délégation dont elle était membre. Et je suis content qu'on continue avec une délégation qui est faite d'abord de renouvellement, puisqu'à côté de moi, depuis le début de cette campagne, j'ai Céline Imard, qui est agricultrice dans le Tarn. Elle est en ce moment en train de faire les semis dans son exploitation agricole. Le général Christophe Gomard, qui est ancien patron des forces spéciales françaises. C'est des gens qui viennent à la politique, qui s'engagent pour la première fois. Et puis, il y a des gens qui ont plus d'expérience, y compris plus d'expérience que moi. Et ça compte aussi d'avoir cette addition entre l'expérience et le renouvellement. Dernière question de Jean que je voulais vous poser, François-Xavier Bellamy. Il existe une digue historique entre la droite et l'extrême droite. Il existe une digue entre la droite issue du gaullisme et de la résistance et de l'extrême droite issue de la collaboration avec le nazisme. Cette digue aujourd'hui disparaît de plus en plus en France, on le voit. Moi, je voulais vous demander si au niveau européen, dans la prochaine mandature, on allait voir la droite, le PPE, travailler avec l'extrême droite. Bon, c'est la dernière question. Je regrette un peu parce que du coup, on n'a pas tellement parlé d'écologie. J'aurais aimé qu'on parle d'écologie et ça nous préoccupe en effet. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais je vais répondre à votre question, bien sûr. Je vais répondre à ma question sur l'écologie, sur l'investissement pour la transition. On a parlé du recyclage de Nadine Morano, c'est tout ce qu'on a pu faire. Bah, vous voyez. Non, mais je suis mauvais esprit. Mais c'est évidemment les arbitrages, on n'a que 20 minutes, c'est le problème. On pratique le circuit court, nous aussi, en effet. Ouais. Je termine par cette question. Moi, je suis convaincu aujourd'hui... je suis convaincu qu'il faut qu'on retrouve le vrai sens du débat politique. Je crois à la démocratie, je vous le disais en commençant, et je crois que la démocratie, c'est des clivages, et je crois à la liberté, et j'aime la liberté, et j'aime le débat démocratique et le débat contradictoire, et je crois que le clivage, aujourd'hui, au Parlement européen, comme dans beaucoup de pays démocratiques, il ne se structure pas du tout comme chez nous en France. J'ai jamais cru au « en même temps ». J'ai jamais cru à la fin des clivages, parce que pour moi, ce serait l'abdication absolue du pluralisme. Et je ne crois pas que le vrai débat politique, il se déroule entre d'un côté le camp des progressistes et de l'autre côté le camp des populistes. Parce que si c'est ça, alors on est tous fichus. Parce qu'on est privé de la conversation civique. On est privé d'un vrai débat démocratique. Dans le débat, mon adversaire n'est pas mon ennemi. Le débat, c'est pas un combat. Et le vrai débat européen, il est aujourd'hui entre les deux grands groupes qui structurent la vie du Parlement européen. D'un côté, le groupe du PPE, celui de la droite européenne, et de l'autre côté, le groupe socialiste. Ce sont les deux grands groupes. Et c'est autour de ces deux groupes que s'est structuré le clivage essentiel qui a marqué ce mandat. Et donc sur les pas sujets de clivage environnementaux. Avec l'extrême droite. Comment ? Vous ne clivez pas avec l'extrême droite. Si, mais en réalité, le vrai clivage, moi je refuse le clivage qu'on voudrait nous imposer en France, comme si le seul débat, c'est celui qui se passe peut-être en ce moment à la télévision, entre Mme Hayet et M. Bardella. Je ne crois pas que ce soit là le clivage démocratique. Et je voudrais vous dire simplement, à vous qui peut-être ici, si j'ai bien entendu vos réactions, vous qui peut-être n'êtes pas de droite, je voudrais vous dire simplement, chers amis qui peut-être êtes de gauche, moi je respecte et j'ai de l'estime pour les gens qui assument leurs convictions et qui assument d'être de gauche. En revanche, je crois qu'il faut qu'on apprenne à se respecter tous ensemble et qu'il faut que vous sachiez que si vous voulez demain éviter que l'extrême droite ne prenne le pouvoir en France, alors nous avons tous intérêt ensemble à ce qu'une droite sincère, cohérente, constante, crédible, équilibrée et sérieuse relève la tête dans ce pays. J'en suis convaincu et c'est le combat que je mène. Ce serait plus facile pour moi peut-être, vous le disiez en commençant, ça aurait été plus facile d'aller dans d'autres boutiques, ça aurait été plus facile de céder aux courants sondagiers. Vous savez, pour ceux qui sont aujourd'hui dans la droite française et qui ont traversé bien des épreuves que vous rappeliez à l'instant et qui vous ont fait sourire, la vie n'est pas simple tous les jours, c'est clair. Mais si on est là, et pour si on reste non là... plus, hein, rassurez-vous. Comment ? Pour les socialistes non plus. Hein. Non. Ça vous... Eh bien justement, moi j'ai du respect pour les socialistes qui n'ont pas cédé. Et j'ai aussi du respect, puisque vous parliez de digue, j'ai du respect pour les socialistes qui se sont dit que toute la gauche ne pouvait pas et ne devait pas se ranger nécessairement derrière l'extrême gauche. Voilà. C'est pas le sujet. Merci beaucoup. Et donc je vous le dis très simplement, je crois que dans ce pays, on a besoin de retrouver le sens du clivage démocratique, la passion de la liberté, le goût de la conversation. Et j'ai été très heureux de le partager avec vous ce soir. Merci beaucoup, François-Xavier Bellamy, d'avoir accepté de venir débattre ici à l'Université Libé. On va continuer, merci beaucoup.
Merci à vous. On va continuer avec... Bon, c'est celui qui nous a fait prendre du retard, mais on s'est laissé aller. Mais c'était voilà, très élégant de sa part d'accepter de venir débattre. Allez, Thomas Legrand. Il s'est bien amusé, Jonathan. Hein. Bon, Thomas, 30 secondes du coup. 30 secondes. Non, mais écoutez, c'était pour dire que j'étais pas étonné. Moi, ce qui m'intéressait là, c'était la salle. Il a été courageux quand même. Ce qui est intéressant avec Monsieur Bellamy, c'est que il est bien à droite. Hein. Il est à droite, il assume tout ça, mais il simplifie pas le propos. C'est souvent ce qu'on peut reprocher aux gens qui sont très à droite. Il est plus à droite qu'il est à la droite d'LR, disons. C'est d'être un petit peu dans le slogan et dans la simplification du propos. Non, je trouve que François-Xavier Bellamy prend pas son auditoire, qui est visiblement assez de gauche, pour des imbéciles ou pour des opposants. Il vient en vrai démocrate. Et d'ailleurs, vous lui avez bien rendu. Vous avez un peu sifflé et hué quand vous n'étiez pas content. C'est normal, on est à la Sorbonne, ça aurait été triste. Tout le monde a applaudi de bon cœur et sans fausse note quand il a proposé, évidemment, de faire ce qu'il faut pour lutter contre la montée de l'antisémitisme que personne ne peut supporter ici. Donc, c'est très bien. J'ai bien aimé ce moment. Et maintenant, la suite. Merci Thomas Legrand.